Au milieu du XIVe siècle, alors que le royaume de France et celui d'Angleterre s'entre-déchiraient dans la longue et sanglante guerre que l'histoire appellerait plus tard la guerre de Cent Ans, les vents de l'Atlantique soufflaient déjà sur les destins de milliers d'hommes. La Rochelle, cité portuaire de l'Aunis, était un lieu d'une importance capitale, car son port profond et protégé pouvait accueillir les navires marchands et les flottes de guerre qui reliaient le continent aux possessions anglaises d'Aquitaine. En cette année que les chroniqueurs fixent au printemps de 1372, les eaux calmes du pertuis d'Antioche allaient devenir le théâtre d'une des plus remarquables batailles navales du siècle, une rencontre où la ruse, le vent et la mer seraient les véritables juges du combat. Depuis plusieurs années déjà, les Anglais dominaient les mers grâce à la supériorité de leurs archers, à leur discipline et à leur expérience acquise lors des campagnes contre la France. Mais la situation changeait. Le roi Charles le Sage avait confié à l'amiral Jean de Vienne et au chef gascon Jean de Clisson la mission de rétablir la puissance navale française. Pour cela, il fallait frapper là où l'ennemi se croyait invincible, sur les flots. C'est ainsi qu'à La Rochelle, les préparatifs s'intensifièrent. Les charpentiers martelaient sans relâche les coques de chêne, les forgerons trempaient les pointes de fer, et les matelots, venus de Bretagne, de Normandie et de Castille, s'entraînaient à manœuvrer les lourdes galères qu'apportait l'alliance avec le roi Henri de Trastamare, car la clé de cette bataille future, c'était la flotte castillane commandée par l'amiral Ambrosio Boccanegra, un homme d'expérience et de mer, dont le sang mêlait les origines génoises et ibériques. Depuis peu, la France et la Castille s'étaient alliés contre l'Angleterre après que le roi Pierre le Cruel eût été renversé. Le roi Henri, en remerciement de l'aide française, avait promis sa flotte à Charles le Sage. Ces navires, aux formes basses et rapides, dotés de rames et de redoutables balistes, allaient affronter les lourds vaisseaux anglais. À l'opposé, la flotte anglaise, placée sous le commandement de John Hastings, comte de Pembroke, avait quitté Plymouth avec environ 50 navires chargés de soldats, de chevaliers et d'or destinés à soutenir la guerre en Aquitaine. Le convoi, escorté de nefs solides mais lentes, se dirigeait vers Bordeaux, ignorant encore que la mer lui préparait un piège. Les vents contraires et les tempêtes de début d'été ralentirent sur leur progression et bientôt ils cherchèrent refuge à La Rochelle, espérant y trouver protection et ravitaillement. C'est là que la flotte castillane, alertée par les espions français, vint les intercepter. Les témoins racontent que le matin du 23e juin, la mer brillait sous un soleil blanc, tandis qu'au loin, sur la ligne d'horizon, se dessinaient les voiles hautes et carrées des navires anglais. Le port bruissait de rumeurs, les cloches des églises sonnaient à toute volée, et sur les quais les soldats français observaient avec angoisse cette flotte étrangère. Les marins castillans, eux, préparaient les grappins, affûtaient les lames et gardaient un silence presque religieux. Boccanegra, sur son navire amiral, contemplait la côte, conscient qu'il allait inscrire son nom dans l'histoire. Il connaissait la ruse des Anglais, leur courage obstiné, mais il savait aussi qu'ils ignoraient les particularités des galères castillanes, plus maniables dans les eaux peu profondes et capables de se battre à courte distance. Ce fut à marée descendante que les premiers mouvements commencèrent. Les Anglais, en formation serrée, alignèrent leurs nefs en une ligne défensive, ancrée côte à côte, formant une sorte de rempart flottant. Le comte de Pembroke, vêtu d'une armure brillante, ordonna que les archers montent sur les châteaux, avant et arrière des navires. Les bannières aux léopards d'or claquaient au vent. En face, les galères castillanes s'approchaient lentement, leurs rames plongeant dans l'eau avec un rythme cadencé, comme un battement de cœur collectif. Les marins chantèrent des prières, invoquant la Vierge et Saint Jacques. Puis, soudainement, le vent tourna. Ce souffle venu du large, que nul ne pouvait prévoir, allait changer le destin de centaines de vies. Les galères, jusque-là ralenties par la houle, avancèrent avec une vigueur nouvelle, tandis que les lourds navires anglais se trouvaient désavantagés, leurs voiles battant inutilement. La première salve de carreaux de balistes castillanes s'abattit sur la flotte anglaise. Les cris résonnèrent, des cordages cédèrent et les planches craquèrent sous l'impact. Les Anglais répliquèrent aussitôt avec leurs archers, dont les flèches pleuvaient en une nuée sifflante. Mais la distance réduite jouait contre eux. Les galères castillanes fonçaient, prêtes à l'abordage. Le choc du premier contact fut terrible. Les grappins s'accrochèrent, les rames se brisèrent, et les hommes sautèrent d'un pont à l'autre, hurlant et frappant à coups d'épée, de hache et de masse. Le bruit était assourdissant, un mélange de métal, de bois,
de cris et de prières. Au-dessus de tout cela, les mouettes tournaient, attirées par la promesse du carnage. Sur la côte, les habitants de La Rochelle observaient avec stupeur le spectacle des navires qui s'emmêlaient et des flammes qui commençaient à lécher les cordages. Certains priaient pour la victoire des Français et des Castillans, d'autres pour la fin du massacre. L'odeur du sel se mêlait à celle du sang. Le soleil, implacable, faisait briller les casques et chauffer les coques noircies. Les eaux du Pertuis d'Antioche, si paisibles la veille, devenaient un cimetière mouvant. Pourtant, au milieu de ce tumulte, l'ordre et la stratégie subsistaient. Boccanegra, sur la proue de sa galère, observait les lignes ennemies, notant chaque faiblesse. Il comprit que les navires anglais, enchaînés les uns aux autres pour ne pas dériver, ne pouvaient manœuvrer. Il ordonna alors que ces galères frappent non pas en face, mais sur les flancs en diagonale, afin de briser la ligne. Cette manœuvre audacieuse allait bientôt révéler toute son efficacité. Tandis que le jour avançait et que le vent montait, les Castillans gagnaient du terrain. Les Anglais, malgré leur bravoure, commençaient à faiblir, pris dans un piège mouvant. Le comte de Pembroke, voyant la situation empirer, fit tisser le signal du repli, mais déjà plusieurs de ses navires étaient immobilisés, pris d'assaut ou incendiés. Le destin semblait scellé, mais la mer, toujours imprévisible, n'avait pas encore dit son dernier mot. Lorsque le soleil atteignit son zénith, la mer autour de La Rochelle était devenue un champ de bataille en mouvement, un tumulte d'écume, de fumée et de cris. Les galères castillanes, propulsées par la force des rameurs et la rage des combattants, s'étaient enfoncées au cœur de la ligne anglaise. Les lourds navires du comte de Pembroke, incapables de se dégager, étaient tous devenus de véritables forteresses flottantes sans possibilité de retraite. Chaque nef, liée à la suivante par des chaînes ou des cordages, formait un ensemble rigide que les galères pouvaient attaquer à volonté. L'air vibrait du bruit des tambours qui rythmaient la cadence des rames castillanes, du grincement des vergues, du sifflement des flèches et des hurlements des blessés. Boccanegra, observant la mêlée depuis la dunette de sa galère amirale, sut qu'il tenait son avantage. Il fit signe à ses capitaines d'approcher encore, de ne pas relâcher la pression. Les navires ennemis, enchaînés, ne pouvaient ni tourner ni fuir. Chaque coup porté était définitif. Les Castillans, armés de longues piques et de sabres recourbés, montaient à l'assaut en poussant des cris gutturaux. Les Anglais, arc en main, ripostaient avec courage, mais leur champ de tir était limité et les projectiles castillans, plus lourds, brisaient les défenses. À midi, la fumée des incendies formait un voile gris sur la mer. Des barils de goudron enflammés tombèrent sur les ponts, enflammaient les voiles, faisaient exploser les réserves de flèches. Un vent de panique parcourut la flotte anglaise lorsque l'un des grands navires marchands, la nef Sainte-Marie, prit feu de la proue à la poupe. Les flammes, poussées par le vent, gagnèrent le navire voisin, puis un autre encore. Bientôt, 3 nefs brûlaient, jetant dans l'air des colonnes noires. Les hommes se jetaient à la mer, hurlant à l'aide, mais les galères castillanes poursuivaient leur œuvre, écrasant les survivants sous leurs proues. Le comte de Pembroke, blessé à la jambe par un carreau, refusait d'abandonner le combat. Il se tenait debout, appuyé à la rambarde de sa nef amirale, brandissant son épée comme un défi. Ses chevaliers, autour de lui, formaient un dernier rempart, jurant de défendre leur seigneur jusqu'à la mort. De l'autre côté, sur le navire amiral castillan, Boccanegra ordonna l'abordage final. Le choc fut d'une violence inouïe. Les grappins accrochèrent les bastingages, les planches furent tous jetées, et des dizaines d'hommes se ruèrent sur le pont anglais. Le fer frappait le fer, les cris résonnaient jusqu'aux murailles de La Rochelle. Les Rochelais, massés sur les remparts, pouvaient voir les flammes reflétées sur l'eau comme un enfer liquide. Certains disaient que la mer elle-même semblait gémir. Les Anglais se battaient avec une bravoure désespérée. Leurs archers, bien que décimés, continuaient à tirer jusqu'à la dernière flèche. Mais peu à peu, la supériorité des galères castillanes fit pencher la balance. L'amiral Boccanegra ordonna alors de concentrer le feu sur le centre de la ligne anglaise. Les bombardes, montées sur les ponts, tirèrent à courte distance et les boulets de pierre fracassèrent les coques. L'eau s'engouffrait dans les cales, les navires commençaient à pencher, les cris des marins se mêlaient au grondement du vent. Vers la fin de l'après-midi, les Anglais étaient presque anéantis. Les survivants tentaient de fuir sur de petites embarcations, mais les Castillans les poursuivaient sans relâche.
Le comte de Pembroke, voyant son navire envahi, jeta son épée à la mer pour ne pas la livrer à l'ennemi. Il fut capturé vivant, ainsi qu'une partie de ses officiers, mais beaucoup de chevaliers préférèrent mourir plutôt que de se rendre. Boccanegra, couvert de sang et de suie, regardait autour de lui le spectacle du désastre anglais. La mer, couverte d'épaves et de cadavres, ne laissait plus guère de doute. La victoire était totale. Pourtant, malgré le triomphe, un silence étrange s'installa peu à peu. Les cris se turent, remplacés par le bruit du vent et le craquement des coques calcinées. La bataille de La Rochelle, commencée au matin, s'achevait au crépuscule dans une lumière rouge et irréelle. Les galères castillanes, bien qu'endommagées, tenaient encore la mer. Leurs marins, épuisés, remerciaient Dieu à voix basse, certains pleurant leurs camarades tombés. Les pertes castillanes étaient lourdes, mais infiniment moindres que celles des Anglais. Des dizaines de navires ennemis avaient sombré, d'autres furent capturés avec tout leur équipage. Les prisonniers furent conduits à terre sous bonne garde, tandis que les blessés étaient bien soignés à bord. Dans le port, les habitants de La Rochelle accueillaient les vainqueurs avec une joie mêlée d'effroi. On célébrait la victoire, mais chacun savait qu'elle avait coûté cher. La mer avait tout pris, le bois, le fer et les hommes. Au soir du combat, alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, Boccanegra et ses officiers se réunirent dans la grande salle du château de La Rochelle. Des chandelles brûlaient sur la table, éclairant les visages fatigués mais victorieux. Jean de Vienne, représentant du roi de France, salua l'amiral Castillan avec solennité. Il déclara que jamais, depuis la guerre de l'Écluse, les Anglais n'avaient pas subi une défaite aussi cinglante. La victoire de La Rochelle changeait tout. Pour la première fois depuis longtemps, la mer appartenait à la France. Boccanegra, humble mais conscient de la portée de son triomphe, répondit que c'était la mer, non les hommes, qui décidaient du sort des batailles. Ces mots furent répétés dans tout le royaume. Les jours suivants, on repêcha des corps, on répara les navires, on dressa les listes des morts et des prisonniers. Le comte de Pembroke fut traité avec égard et envoyé à Paris où il devait être présenté au roi. En Angleterre, la nouvelle du désastre provoqua stupeur et colère. Le Parlement de Westminster maudit le vent et la mer, accusant les conseillers du roi Édouard de n'avoir pas su protéger le convoi. Cette défaite portait un coup terrible au prestige anglais. Les routes maritimes vers la Gascogne étaient désormais menacées et la France reprenait confiance. À La Rochelle, pourtant, les habitants gardaient le souvenir des flammes et des cris. Pendant des semaines, la mer rejeta sur la côte des débris, des tonneaux, des morceaux de mâts, parfois même des cadavres encore vêtus d'armure. Le sel rongeait le métal, les vagues nettoyaient lentement les traces du combat. Les pêcheurs racontaient que les eaux du Pertuis restèrent teintées de rouge pendant plusieurs jours. On disait que les âmes des marins morts hantaient la baie, que la nuit on pouvait encore entendre le bruit des rames fantômes et le cliquetis des armes englouties. Dans les chroniques, la bataille de La Rochelle fut décrite non seulement comme une victoire militaire, mais aussi comme un tournant spirituel. La France, humiliée tant de fois sur terre, reprenait son souffle grâce à la mer. Ce fut un signe, disaient-on les prêtres, que Dieu lui-même soutenait le royaume contre les Anglais. Boccanegra reçut les honneurs du roi Charles, mais il resta peu de temps à La Rochelle. Il devait regagner la Castille, car la guerre civile menaçait encore au sud. Avant de partir, il fit ériger une croix de pierre sur la côte, en mémoire des morts des deux camps. Sur la base, on grava ces mots : « Que la mer garde leurs âmes, car elle fut leur tombe et leur royaume. » Ce monument, battu par les vents, resta longtemps visible, jusqu'à ce que les tempêtes l'ensevelissent sous le sable. Pourtant, la mémoire du combat demeura, transmise par les marins et les poètes, comme un chant de gloire et de deuil mêlés. Les semaines qui suivirent la bataille de La Rochelle furent remplies d'un mélange d'orgueil et de chagrin. Dans les ports de France, les cloches sonnèrent pour célébrer la victoire, et les chroniqueurs du roi écrivirent avec ferveur que la mer avait enfin changé de maître. Le roi Charles, dit le sage, reçut la nouvelle à Paris avec un calme apparent, mais dans son regard brillait une satisfaction profonde. Il savait que cette victoire n'était pas seulement un succès militaire, mais un coup porté au cœur de la puissance anglaise. Depuis plus d'un siècle, les Anglais dominaient les mers, protégeant leurs routes commerciales et soutenant leurs armées en Gascogne et en Aquitaine. Mais à présent, grâce à l'alliance franco-castillane, cette suprématie venait d'être brisée. Le roi fit ordonner des messes d'action de grâce dans toutes les grandes églises du royaume, et un Te Deum fut chanté à Notre-Dame de Paris.
Les bardes et les poètes de cour composaient des vers à la gloire de l'amiral Boccanegra et des marins castillans. On disait que même les enfants, dans les rues de La Rochelle et de Saint-Malo, jouaient à imiter les galères qui coulaient les nefs anglaises. Mais derrière l'enthousiasme populaire, les diplomates et les stratèges savaient que cette victoire devait être exploitée avec prudence. Jean de Vienne, homme réfléchi et mesuré, rappela au roi que les Anglais, bien que blessés, n'étaient pas vaincus. Ils reviendraient plus nombreux et chercheraient vengeance. Pourtant, pendant un temps, la mer devint française. Les convois anglais évitaient la côte atlantique, craignant les patrouilles de galères castillanes. Les marchands de Bayonne et de Bordeaux, privés de protection, virent mais leurs affaires de s'effondrer. Les ports du sud-ouest retombèrent dans la misère, et les habitants commencèrent à murmurer que la fortune anglaise s'était envolée. Dans les tavernes de La Rochelle, on racontait mille histoires sur la bataille. Certains disaient que Boccanegra avait invoqué les esprits de la mer pour faire tourner le vent en sa faveur, d'autres que les anges eux-mêmes avaient abattu les voiles anglaises. Ces récits, amplifiés par l'imaginaire populaire, faisaient de la victoire un mythe plus qu'un fait d'armes. Et de fait, la bataille de La Rochelle marqua un changement de perception. La mer, autrefois perçue comme le domaine des Anglais, devint désormais un espace où la France pouvait rêver d'empire. À la cour de Castille, le roi Henri de Trastamare reçut avec joie la nouvelle du triomphe. Il envoya à Boccanegra une épée d'honneur incrustée d'or et de pierres précieuses, en signe de reconnaissance. Le pape, à Avignon, adressa ses félicitations aux deux rois alliés, voyant dans cette victoire un signe de l'unité chrétienne contre les ambitions anglaises. Pourtant, dans l'ombre, la diplomatie anglaise s'activait. À Londres, le roi Édouard, vieilli mais toujours combatif, convoqua son conseil. Les seigneurs y débattirent avec amertume. Certains proposaient de lancer une nouvelle flotte, d'autres de concentrer les efforts sur la guerre terrestre. La perte du comte de Pembroke, prisonnier à Paris, était un coup dur pour la noblesse anglaise. Dans les rues de Londres, les gens murmuraient que Dieu avait tourné son visage. Des pamphlets circulaient, accusant les ministres de corruption et d'incompétence. La défaite de La Rochelle avait ébranlé la confiance du peuple dans son roi. Pendant ce temps, à Paris, les fêtes continuaient. Jean de Vienne fut nommé amiral de France et une partie du butin fut distribuée pour financer de nouvelles constructions navales. Des chantiers s'ouvrirent à Rouen, à Dieppe et à La Rochelle même. Les artisans, stimulés par cette victoire, travaillaient jour et nuit à la fabrication de coques plus légères, de voiles plus résistantes, de bombardes plus puissantes. La bataille de La Rochelle avait montré que la guerre navale entrait dans une ère nouvelle. Le temps des nefs lourdes et des lignes figées touchait à sa fin. Désormais, la mobilité, la coordination et l'artillerie décideraient du sort des mers. Dans les monastères, les moines recopiaient les chroniques de la bataille. L'un d'eux, frère Mathieu d'Aunis, écrivit que la mer s'était teintée du sang des nations et que le vent, instrument de Dieu, avait choisi son camp. Il décrivit les galères castillanes comme des oiseaux de feu, leurs rames battant les flots comme des ailes noires. Ce texte, recopié et diffusé dans tout le royaume, donna à la bataille une dimension presque mystique. Boccanegra lui-même, rentré à Burgos, fut accueilli comme un héros, mais il refusa les fastes et les titres. Il déclara qu'il n'avait fait que servir la justice et l'amitié des rois. Cependant, la gloire a ses ombres. Dans les années qui suivirent, les tensions entre la France et la Castille réapparurent. Les intérêts maritimes se heurtaient. Chacun voulait contrôler les routes commerciales du golfe de Gascogne. La victoire commune, si éclatante en 1372, ne suffisait plus à cacher les rivalités. Certains officiers français accusaient les Castillans d'avoir gardé une part trop importante du butin, tandis que d'autres redoutèrent que l'alliance ne serve qu'à renforcer la flotte ibérique. Dans les tavernes de La Rochelle, on entendait parfois des murmures. « Les Espagnols ne sont pas nos frères. Ils sont des marins comme les Anglais, avides et rusés. » Ces voix minoritaires ne pouvaient toutefois effacer le souvenir du triomphe. Pour les générations futures, La Rochelle resterait le symbole d'une revanche sur les Anglais, un moment où la France avait dominé la mer. Les peintres s'en emparèrent. Dans les décennies suivantes, des tapisseries et des fresques représentant la bataille ornaient les châteaux et les hôtels des villes maritimes. On y voyait les galères castillanes fendues par la lumière du matin, les flammes engloutissant les nefs anglaises et au centre, la figure calme et fière de Boccanegra. Ces images, bien que souvent idéalisées, participaient à la construction d'une légende.
Dans la mémoire collective, La Rochelle devenait plus qu'une bataille, un récit de renaissance, et pourtant sous cette gloire restait la réalité cruelle de la mer. Les pêcheurs de l'Aunis racontaient encore, des années plus tard, qu'ils repêchaient parfois des anneaux de fer, des fragments de coques ou des ossements blanchis. Ils disaient que la mer gardait tout, qu'elle ne rendait que ce qu'elle voulait. Les vieux marins affirmaient qu'à certaines nuits d'orage, on pouvait entendre les cloches des navires coulés sonner sous l'eau. Ces légendes, transmises de génération en génération, faisaient de la bataille de La Rochelle un lieu sacré et redouté. À la fin du siècle, lorsque la guerre de Cent Ans connut de nouveaux bouleversements, les capitaines français se souvenaient encore de la leçon de Boccanegra. Sur la mer, la patience, le vent et la ruse valent plus que la force brute. Les années passèrent et le souvenir de la bataille de La Rochelle prit la forme d'un mythe national. Dans les écoles de France, les maîtres racontaient aux enfants comment, un jour de juin de l'an 1372, la mer avait offert sa victoire aux Français et aux Castillans. Les poètes, les moines, les conteurs firent de cet événement un symbole de foi et de courage. Dans les manuscrits enluminés, on voyait les nefs anglaises sombrer dans des flots d'or et de feu, tandis que les galères alliées, auréolés de lumière, s'éloignaient vers l'horizon comme des instruments du destin. Mais au-delà du mythe, la réalité continua à se déployer. La victoire de La Rochelle modifia profondément les équilibres politiques en Europe occidentale. Elle permit à la France de consolider son autorité maritime sur la façade atlantique et d'assurer la sécurité de ses côtes. Les ports de Normandie, de Bretagne et de l'Aunis se développèrent, leurs quais s'emplissant de navires marchands et de pêcheurs. Le commerce du sel, du vin et du bois connut un essor remarquable. La flotte royale, encouragée par la mémoire du triomphe, devint une institution permanente. Sous les règnes suivants, on créa des écoles de navigation et des arsenaux, inspirés du modèle castillan. Jean de Vienne, devenu l'un des plus grands stratèges navals du royaume, fit construire à Rouen et à Harfleur des navires rapides capables de rivaliser avec les bâtiments anglais. L'esprit de La Rochelle planait sur ces entreprises. Il rappelait que la France, pour exister pleinement, devait regarder vers la mer autant que vers la terre. Pourtant, cette mémoire triomphale fut aussi l'objet de débats. Certains chroniqueurs anglais, réfugiés à Bordeaux ou à Londres, écrivirent que la défaite ne provenait pas de la bravoure des Français, mais du hasard du vent. Selon eux, Dieu n'avait pas choisi la France, mais avait simplement éprouvé l'Angleterre. Cette interprétation, reprise par les historiens anglais des siècles suivants, transforma la bataille en une leçon d'humilité plus qu'en un désastre. Cependant, en France et en Castille, la version héroïque demeura. Les clercs d'Aquitaine, soumis au roi de France après la Reconquête, composaient des prières pour les âmes des marins morts. Dans les paroisses du littoral, chaque année, au mois de juin, on célébrait une messe en souvenir du combat. Les marins déposaient des couronnes de fleurs à la mer et les prêtres bénissaient les flots en récitant les mots gravés sur la croix de Boccanegra. Que la mer garde leurs âmes, car elle fut leur tombe et leur royaume. Ce rituel, transmis de génération en génération, survécut jusqu'à la Renaissance. Au XVIe siècle, les humanistes redécouvrirent la bataille de La Rochelle et la présentèrent comme un exemple de stratégie et de vertu. Certains auteurs, comme Étienne Pasquier, y voyaient une préfiguration de la grandeur maritime que la France devait retrouver. D'autres, plus mystiques, interprétaient la victoire comme un signe du destin providentiel du royaume. Le nom de Boccanegra, souvent entouré de légendes, devint presque une figure mythologique. On racontait qu'après la bataille, il avait quitté la Castille pour finir sa vie dans un monastère du nord de l'Espagne, méditant sur les tempêtes et les âmes perdues. D'autres affirmaient qu'il s'était embarqué à nouveau, disparaissant dans l'Atlantique sans laisser de traces, comme s'il avait voulu rejoindre la mer qu'il avait fait roi. Ces récits, bien que dépourvus de certitude, alimentaient le charme de son souvenir. Pendant ce temps, La Rochelle poursuivait sa destinée. De ville portuaire royale, elle devint peu à peu une cité commerçante puissante, ouverte aux influences étrangères. Sa richesse maritime et son esprit d'indépendance en firent plus tard un foyer de la Réforme. Mais l'ombre du passé n'était jamais loin. Même au temps des guerres de religion, les anciens racontaient encore comment les galères castillanes avaient vaincu les nefs anglaises. L'histoire de la bataille traversa les âges, gravée dans les mémoires, peinte sur les murs des églises, chantée dans les foires et les ports.
Au XVIIe siècle, lorsque la ville fut assiégée par les troupes du roi Louis XIII, certains soldats français disaient encore prier les esprits des marins morts pour qu'ils protègent dans les côtes. Ainsi, la victoire de 1372, loin d'être un simple épisode de guerre, était devenue une part de l'âme de La Rochelle. Avec le temps, les historiens éclairés du XVIIIe siècle tentèrent de séparer la légende de la réalité. Ils étudièrent les documents, les journaux de bord, les lettres des rois. Ils calculèrent la position des navires, la direction du vent, la chronologie du combat. Certains conclurent que la bataille avait été moins une victoire française qu'une victoire castillane sous pavillon allié. D'autres, au contraire, insistèrent sur l'importance de la coopération entre les deux nations, y voyant l'origine de la diplomatie moderne. Dans tous les cas, la bataille de La Rochelle demeurait un modèle d'union et de stratégie. Au XIXe siècle, alors que la France redécouvrait son passé maritime, les écrivains romantiques d'Onochrone redonnèrent vie à la bataille. Ils y voyaient un drame humain, une épopée du courage face à l'immensité de la mer. Des poètes comme Victor Hugo ou Théodore de Banville évoquèrent, dans leurs vers, les flammes sur les flots, les cris des marins et le vent qui décidait du sort des empires. Dans les tableaux exposés au salon, on peignait la mer déchaînée, les voiles éventrés, les silhouettes héroïques des combattants. Le peuple, à travers ces images, retrouvait un lien avec son passé. Et La Rochelle, devenue symbole de liberté et de résistance, s'enorgueillissait d'avoir été le théâtre de l'un des plus grands épisodes de la guerre de Cent Ans. Aujourd'hui encore, lorsque le vent d'ouest souffle sur le port et que les mouettes crient au-dessus des remparts, certains habitants affirment entendre le murmure des galères. On dit que la mer garde en elle l'écho du combat, que chaque vague qui se brise sur les pierres répète le nom de Boccanegra comme un souffle d'éternité. La bataille de La Rochelle ne fut pas seulement une victoire, elle fut une révélation. Elle montra que la mer, changeante et capricieuse, pouvait être l'allié des hommes qui savaient l'écouter. Elle enseigna à la France la valeur de la patience et du courage, et rappela à l'Angleterre que nul empire n'est invincible. Dans les archives, les cartes, los estampes et Arte les chansons, le souvenir du 23e juin de 1372 continue de vivre, comme une flamme entretenue par le vent du large. Et lorsque, au crépuscule, le soleil rougit l'horizon de La Rochelle, il semble que les flots eux-mêmes se souviennent encore du feu, du sang et du silence qui scellèrent la gloire des marins tombés ce jour-là.